Merci de nous avoir rejoints pour cette soirée spécialisée sur les investissements pour 2024 et notamment dans l'investissement passif via les ETF. Je vais vous présenter une stratégie très simple à utiliser et on va s'amuser ensemble avec cette stratégie. Je vais m'orienter davantage sur la technique par rapport à M. Borowski. Et voilà, d'abord on va commencer par une introduction et un rappel très important si vous êtes investisseur. Ce sont des erreurs typiques qui semblent tellement simples à éviter, mais pourtant que beaucoup font. Donc je vais essayer d'être rapide là-dessus, et après on basculera sur Xstation. Donc on ne fait jamais rien sans méthode. On reste simple en respectant une approche systémique, et si possible en évitant les news et les émotions. On a un très bon exemple, il y en a plusieurs. C'est l'exemple du crash du Covid. Quand les actions ont crashé, ça a correspondu en simultané avec l'annonce des confinements aux États-Unis et en France et en Europe. Et c'était pourtant exactement à l'endroit où il fallait acheter les actions et les indices et les actifs risqués en général. Il y a un dicton très connu parmi les techniciens de marché, les analystes techniques. C'est un dicton en anglais, « Prices tell us everything we need to know ». Les prix nous disent tout ce que nous devons savoir. Les maths, en fait, nous disent ce qu'on doit savoir. Et ces maths peuvent être appliquées sur les prix de façon très simple. On va le voir plus tard. De l'investissement, c'est du trading, mais c'est du trading sur des périodes hautes. C'est du très long terme. Donc on va appliquer une méthode sur des périodes en mensuel, en hebdomadaire, voire en journalier. Notre stop loss est situé à 0, on ne peut pas se louper. Si on investit, il est à 0 et voilà, il faut faire une analyse fondamentale, il faut vraiment être sûr dans quoi on investit. Aussi, très important, on utilise une échelle en logarithmique, un graphique en semi-log. Donc une échelle en logarithmique, pourquoi? Parce que les prix vont très fortement varier sur des périodes hautes et dès qu'on a des prix qui varient de 3 fois ou plus, eh bien, il faut utiliser une échelle en logarithmique. Et ça, c'est une erreur typique. On va rechercher des actifs qui présentent une belle tendance haussière. Je dis simplement, il faut un graphique qui part avec des prix en bas à gauche de l'écran jusqu'en haut à droite. Voilà, très simple. Il nous faut des belles tendances. On veut des belles tendances quand on investit ou même quand on trade. On doit avoir des actifs ciblés qui ont une grande capitalisation, des volumes forts, un bel historique. On ne va pas être attiré par des IPOs, des introductions en bourse. Il n'y a pas assez d'historique. Donc voilà des éléments très importants. Et évidemment, l'actif dans lequel on va investir doit avoir d'excellents fondamentaux. Et ça, au préalable, on en fait une étude poussée. Ensuite, ça va vous paraître vraiment évident, hein, mais pour investir, il faut du cash. Et il y a énormément de personnes qui l'oublient. Et on a souvent une corrélation entre cash et confiance. Quand on va manger son cash, on ne va pas avoir de confiance pour entrer dans une autre position. Et donc, il faut du cash pour éviter les émotions sources d'erreurs. Il y a un très bon dicton de Warren Buffett, bon, il en fait plusieurs. Hein. Ne dépendez jamais d'un seul revenu. Faites un investissement pour créer une deuxième source. Quand on est au chômage, par exemple, il ne faut pas essayer d'investir. On va avoir une pression monstre, investir ou trader. Et au final, on va échouer tellement on aura la pression. Un autre dicton qui est très connu parmi les analystes techniques, non, pardon, ça c'est le mien. Si l'on stresse, c'est que l'on fait quelque chose d'incorrect. Ça, c'est très important. Ça doit être quelque chose où on ne doit pas stresser l'investissement. On ne doit pas trop se prendre la tête non plus. Ça, on en parlera plus tard. Mais souvenez-vous de ce dicton, il a l'air anodin comme ça, mais il est très important. Pour investir, il faut avoir une personnalité d'investisseur. Un autre dicton de Warren Buffett, si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la détenir pendant 10 minutes. J'ai un ami, il s'appelle Jay, il est indien, c'est un de mes copains, et il est day trader. C'est un des meilleurs traders que je connaisse. Et détenir une position pendant la nuit, ça le rend fou. Donc il a par moment acheté Bitcoin et il passait ses nuits à regarder sa position sur son téléphone. Ça le rendait malade. Donc il faut vraiment être sûr qu'on a la personnalité pour être investisseur. Ensuite, on est dans un contexte très particulier, un contexte où les banques centrales impriment comme des malades, je vous le dis de façon crue. Hein.
Et donc, on doit se retrouver à être dans une position où on doit battre l'inflation qu'elle génère. Pendant la période de la pandémie, la Fed et la BCE, de façon ensemble, ont imprimé 9 000 milliards de dollars. Et donc, cette masse monétaire continue de se déplacer, notamment dans Nvidia, dans Bitcoin, dans différents actifs risqués. Donc voilà, n'oubliez jamais ça, il faut battre l'inflation pour au minimum stabiliser son épargne. Alors qu'est-ce que c'est l'investissement actif ou passif? Dans l'investissement actif, on a une implication forte, on a une méthode qui est parfaitement bien définie et qui tourne autour de 2 ou 3 stratégies. On a expérimenté cette méthode durant plusieurs années et cette méthode a prouvé son efficacité dans toutes sortes de conditions de marché. On fournit donc beaucoup d'efforts en temps, en analyse, en sélection de titres, en construction de portefeuille et en expérimentation, on va faire des erreurs. Mais en contrepartie, on a une indépendance totale au final. L'objectif est de battre le marché. Concernant l'investissement passif, alors il y a différentes définitions, mais grosso modo, on n'a aucune implication. Éventuellement, on va sous-traiter totalement nos décisions d'investissement à un gérant ou à un conseiller en investissement. On fournit quasiment pas d'efforts, voire pas d'efforts du tout, mais par contre, on dépend totalement d'une autre personne ou d'un programme. L'objectif est de faire aussi bien que le marché. Alors voici ma définition de l'investissement semi-passif. L'investissement semi-passif tournera autour d'une méthode qui est bien définie, qui est basée sur 1 voire 2 stratégies simples. On fournit peu d'efforts, un petit peu d'efforts, mais on a une indépendance totale. Et les investissements vont être rares, ils vont arriver 1 fois tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais par contre, ils sont très très bien ciblés et en fonction de l'opportunité qui arrive sur les marchés. Il y a une autre option, une autre possibilité, c'est de l'investissement récurrent, périodique, qui est donc programmé. On va investir 1 fois à chaque fin de mois, ou voire même semaine. J'ai un ami qui fait ça, et ça marche très très bien pour lui. Donc voilà, ça c'est pour moi de l'investissement semi-passif. On est un minimum acteur. Donc là, maintenant, je vous demande si parmi vous, il y en a qui investissent dans des ETF. Ok, pas mal, pas mal. Je dirais 25% de la salle. Et les ETF ont des avantages, des inconvénients, mais au cours du temps, ils en ont de plus en plus des avantages, notamment en termes de simplicité. Un ETF est devenu très très simple à trader, hein, il se trade comme une action. Il est devenu aussi de plus en plus efficace, notamment à l'accès à l'ensemble de titres d'un indice en une seule transaction. En quelques clics, ça y est, on est en position. Un autre avantage, c'est la diversité. On peut investir dans des ETF extrêmement divers, notamment en termes de secteurs, de stratégie, de taille d'entreprise. Il y a des ETF sur les commodités, sur Bitcoin maintenant. Donc voilà, une très très grande diversité. La liquidité n'a cessé de croître dans les ETF depuis les années 2000 et maintenant on a atteint voilà, des niveaux de capitalisation et de volume très très importants. Et enfin, il représente un très faible coût. On est souvent largement en dessous du % en annuel et on n'a pas de droit d'entrée. En inconvénient, alors je chipote un petit peu parce que les inconvénients sont vraiment minimisés. Hein. Donc dans les inconvénients, on n'achète pas une action avec une entreprise derrière. On ne va pas acheter LVMH avec des valeurs dans une entreprise, une capitalisation forte. Voilà, on investit dans un instrument financier qui est backé par une autre institution comme BlackRock, Vanguard. Ça reste du très très lourd. Le risque de perdre est toujours là, donc tout ou partie du capital existant. Et vous, je vous dirais de faire très attention aux ETF qui ont moins de volume que la moyenne, et évidemment ceux qui n'ont pas d'historique. Donc là, je reviens vers le début de la présentation. Attention, il faut investir dans des ETF qui ont de l'historique. Et évidemment, vérifier l'institutionnel qu'il y a derrière l'ETF. Alors si on a un ETF qui est backé par BlackRock, Vanguard, State Street, il n'y a pas vraiment de problème. Mais à l'époque, dans les années 2000, il y avait des institutionnels qui pouvaient faire faillite, et donc là, dans ce cas, on était en danger éventuel. Donc là, messieurs, dames, je vais basculer dans Xstation pour vous présenter une petite stratégie.
Je mets en plein écran. Donc moi j'ai beaucoup d'onglets. Hein. Donc là je suis sur là où je veux être. Donc là on est sur le S&P 500. Donc je vous le disais, basique. Le graphique il part du coin en bas à gauche, il va en haut à droite. On a une grosse période de consolidation au milieu avec l'explosion des bulles Internet et immobilières aux États-Unis. Mais dans l'ensemble, voilà ce qu'il nous faut. Quelque chose qui monte à peu près en escalier. Et voilà, c'est idéal. À ce graphique, je vais ajouter des moyennes mobiles exponentielles. Alors vous savez peut-être, si vous regardez le Good Morning Market tous les matins, que je suis un grand amoureux de Leonardo Fibonacci. J'ai du mal un peu avec la souris là, sur ce... J'arrive, hein. Donc les voici. Donc ces moyennes mobiles sont caractérisées par des nombres de Fibonacci. 13, 21, 55 et 100 qui n'en est pas un. Pour cette présentation, pour des soucis de simplicité, on va éliminer celles de 13 et de 21, d'accord? Et on va se concentrer sur ces moyennes mobiles exponentielles, donc en bleu et en rouge. Donc la 55 moyen terme, la 100 long terme. On aurait pu remplacer la 55 par du 50, ça marchait aussi, pas de problème. Donc là, par un souci de simplicité, on va garder ces deux moyennes mobiles. Et l'exercice qu'on va faire, c'est qu'à chaque croisement haussier, on appelle ça une Golden Cross. Je vais revenir un instant à la présentation. Parce que j'ai évidemment sauté une slide. On va revenir tout à l'heure dans X-Station. Donc je vais vous présenter une stratégie qui correspond à entrer en position ou vendre sa position lors des croisements des moyennes mobiles exponentielles. Donc de Fibonacci, je vous le disais, une moyenne mobile exponentielle, pour rappel, accorde une plus forte pondération aux cours les plus récents, ce qui la rend plus réactive comparée à une moyenne mobile arithmétique. On investit donc quand on croise à la hausse, Golden Cross, et l'on vend lorsqu'on croise à la baisse, Dead Cross. L'objectif est de capturer les hausses malgré les consolidations intermédiaires. On ne va pas essayer d'accrocher chaque creux et de vendre chaque top. On va essayer d'accrocher le wagon et de profiter au maximum des hausses qui vont se présenter à nous. On utilisera cette stratégie dans un actif risqué pour gagner de l'argent. Le S&P 500 et dans ce cas précis l'ETF SPY, et dans un actif défensif pour ne pas en perdre. On investira dans ce cas dans l'or et dans l'ETF Gold, GLD. Les deux ETF sont des ETF de State Street. Et on pourra éventuellement cacher les prix pour éviter toute émotion et se concentrer sur les croisements. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous montrer ça. Donc là, je suis retourné dans X-Station, et là, ce qu'on va faire, je vais cacher carrément les prix. Comme ça, on va se concentrer vraiment sur... On va se concentrer uniquement sur le croisement des moyennes mobiles. Okay, donc voilà, là, on a des croisements qui sont arrivés au cours de l'histoire. Et là, je vous spoil un petit peu, je vous montre ce qui s'est passé. Donc là, on est en hebdomadaire. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Donc on va parcourir ensemble tout ce qu'a fait le S&P 500 depuis les années 70. On va essayer d'aller vite. Et on va regarder quand est-ce qu'on croisait, quand est-ce qu'on achetait, quand est-ce qu'on vendait. Quand est-ce qu'on investissait, quand est-ce qu'on sortait de l'investissement. Donc là, c'est ce que je dis souvent. Hein. Imaginez, vous demandez à votre grand-mère de le faire, ou votre enfant de 10 ans. La stratégie est tellement simple à utiliser que vous pouvez y arriver vraiment sans problème. Alors on commence dans les années 70, on a un croisement à la baisse en 74. Et je vais vous montrer que j'ai vraiment bien respecté le jeu, j'attends vraiment que le croisement se fasse. Voilà, premier croisement, on attend un petit peu, on est sûr que ça a croisé, et c'est parti, en 74, on a un marché baissier qui est officialisé avec ces croisements des moyennes mobiles. On continue dans l'histoire, donc pour l'instant on n'est pas investi. Hein. Imaginez qu'on repart un peu comme dans un retour vers le futur. Donc ici, en 76, en février, on a un croisement à la hausse, on investit. On continue.
Croisement à la baisse, en 78. J'ai un peu du mal à me... 78, septembre, on recroise à la hausse. Pour l'instant, on stagne, on ne fait pas grand-chose dans notre investissement. Et par contre, là, on est investi. Et là, on commence à monter. Voilà le croisement. On monte. Croisement à la baisse en 82. On vend. On rachète en 82, en novembre. On a un croisement très propre et on continue. Là, on est investi. On monte, on profite de ce marché haussier. Toujours pas de croisement. Toujours pas de croisement, tout va bien, on reste en position. On profite de ce marché haussier dans les années 90 qui a été très fort. Toujours pas de croisement. Donc c'est un petit peu rébarbatif, mais je vous montre comment on procède. Et là, il se passe un truc, explosion de la bulle Internet, on a un croisement très très propre. Et donc on décide de vendre, de sortir de notre investissement en juillet 2001. Le marché descend fortement, on est content, hein, on n'est pas dans cette baisse. Et on remonte et on recroise à la hausse en 2004. Ok, on est investi à nouveau, on monte. La bulle immobilière explose aux États-Unis. Officiellement, on sort de notre position, de notre investissement, le 31 août 2008. Et on a un crash. On descend. Fin 2010, on rentre en position, on réinvestit. Et là commence un des marchés aussi les plus spectaculaires de l'histoire, on y est toujours en position, on monte. Il y a la crise du Covid qui arrive ici, on a un petit soubresaut, on continue de monter et on ne s'arrête plus de monter. On n'a pas croisé depuis, on est toujours en position, on est toujours investi officiellement avec cette stratégie. Concernant le gold. Donc le gold, lui, c'est un actif défensif qui peut monter pendant que le S&P 500 et les actifs risqués, eux, vont tomber fort. Donc dans le gold, on va procéder exactement de la même façon. Voilà ce qu'on a dans le gold. Donc on débute toujours comme tout à l'heure, comme dans le S&P 500, dans les années 70. On a un croisement à la hausse en octobre, croisement à la baisse, début 82. On continue. Je zoome un petit peu pour vous montrer que je suis vraiment honnête dans ma démarche. Croisement à la hausse, 86, croisement à la baisse, on vend. Croisement à la hausse, en 93, en septembre, on a un beau croisement, on investit. Malheureusement, le gold ne veut pas monter franchement et on va se retrouver à revendre notre gold 4 ans plus tard. C'est en janvier 97, donc on a un beau croisement à la baisse. La courbe bleue croise à la hausse, impeccable, on a un très très joli croisement, on réinvestit en 2002. Et là par contre le gold, il n'a pas plaisanté, il est vraiment monté très fort. Et il va croiser en 2013, avec un joli croisement. Donc vous voyez, c'est très très simple, j'achète, je vends, j'investis, je désinvestis. Il va traverser une petite période du désert, là il va être dans une consolidation, entre 2017 et 2019, donc on va être investi pendant 2 ans et on ne va rien faire de spécial. On investit, on désinvestit, on investit, on désinvestit et on réinvestit. Et en 2019, à partir de 2019, commence un marché haussier dans le gold. Et on y est toujours dans cet investissement. Donc cette stratégie, je vous la montre pourquoi? Parce qu'elle est efficace. Et je vais vous le montrer dans des résultats. Et donc c'était un petit peu rébarbatif, hein, éventuellement pour vous, parce que j'ai vraiment zoomé pour vous montrer les croisements. Je vais rebasculer dans la présentation. Voilà le résultat de notre petit portefeuille simulé avec cette stratégie vraiment mais simplissime. Alors le S&P 500, lui, a performé de 824% depuis 1976, uniquement dans le cadre de nos investissements. Si on prend en compte l'investissement actuel, on est à 3851%, parce que le marché aussi est récent, depuis mars 2009, est très puissant. En annualisé, on est dans du 7%, si on exclut notre position actuelle. Et on est à 7,8% si on prend en compte l'investissement actuel, notre position actuelle. On a
un clic tous les 5 ans. Donc vraiment, là, on est vraiment dans l'investissement passif. Dans le gold, pour l'or, on est à 816% en performance totale et 1451% si on considère l'investissement actuel dans le gold. En annualisé, on a une performance de 5,3%, 5,8% en prenant en compte l'investissement actuel qu'on n'est pas encore sorti. On clique une fois tous les 3,5 ans. En combinant ces deux actifs et en se constituant un petit portefeuille équilibré 50-50, on se retrouve avec des performances de 5,2% en annualisé si on ne prend pas en compte l'investissement actuel et 7% si on le prend en compte, car on bénéficie évidemment du marché haussier dans les actifs risqués, des indices et le S&P 500 et également dans le gold. Et là, on a une interaction avec le marché tous les 2 ans. Ces performances annualisées prennent en compte les frais annuels des ETF, qui sont relativement bas. Donc voilà, c'est une stratégie extrêmement simple à utiliser, il n'y a pas plus simple, et qui est efficace, et qui nous permet d'accrocher le wagon, de toujours rester présent. On participe à ces marchés haussiers et à ces tendances haussières, et donc c'est le but. On ne veut pas être exclu du marché, il n'y a rien de plus frustrant que d'être exclu d'un marché, et donc cette stratégie nous permet d'y être. Donc voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous montrer dans cette petite simulation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Merci beaucoup.